Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenge Podcast. Et comme vous le savez, dans The CEO Challenge Podcast, nous travaillons sur les astuces, les orientations, les insights pour optimiser notre capacité à pouvoir prendre une entreprise du 21e siècle. Et nous challenger au quotidien pour pouvoir relever les défis de son développement, de son optimisation, de sa rentabilisation. Je suis très heureux en ce début du mois de juillet, 1er juillet 2024, lundi 1er juillet 2024, de pouvoir échanger avec vous lorsque ce deuxième semestre a commencé. Aujourd'hui, ça commence officiellement aujourd'hui le deuxième semestre. J'espère que au 30 juin 2024, vous avez fait de très bons chiffres qui vous donnent de la perspective, que vous avez pu engager des projets qui vous donnent de la perspective pour la suite de l'année. Je vous souhaite un excellent bon semestre 2024. Et bien voilà, cela ayant été dit, cela ayant été fait, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des indicateurs du pilotage constructif. Vous savez, lorsque on est dirigeant, il est important quand même de s'arrêter de temps en temps, de se demander si, au-delà des exigences classiques du conseil d'administration, on fait le minimum pour laisser le business dans un état meilleur qu'on ne l'a trouvé. Rappelez-vous, nous avons parlé précédemment du besoin de laisser un héritage managérial. Je voulais revenir sur les 4 R de la performance et du pilotage visionnaire constructif, j'allais dire. Mais avant d'en arriver là, je voulais partager avec vous une histoire une histoire qui me concerne parfaitement. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était instituteur. J'avoue que cela m'a beaucoup inspiré et aidé dans l'optimisation de ma capacité à m'obliger à être constructif dans mon approche. Mon père était particulièrement obsédé par l'idée de rendre chaque enfant qui passait dans sa classe meilleur que l'enfant en était. Il était ultra exigeant et ne tolérait surtout pas qu'un élève fasse moins que ce dont il est réellement capable. Il détestait les partisans du moindre effort. J'ai eu la chance d'avoir été gardé par mon père justement lorsque j'étais en 3e année du primaire ou encore au cours élémentaire, première année. Au cours d'un trimestre, alors que j'avais fini premier ex aequo, mon père m'avait chicoté pendant 1 heure devant toute la classe. Vous allez me demander, mais Herman, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais premier. Oui, j'étais premier, mais j'étais premier ex aequo. Mon erreur, c'est de n'avoir pas réussi à ne serait-ce qu'avoir un demi-point en plus pour être premier sans ex aequo. C'est ce que mon père me reprochait. Ceux qui ont grandi dans les années 70, 80, 90 ou 90, 70, hein, 70 ou 70 c'est 90, ils ont certainement eu, pour la plupart des parents, aussi exigeants que mon père. Je ne sais pas si vous avez eu un parent aussi exigeant. Je ne sais à quel point cela vous a fait du bien, si vous avez eu un parent exigeant ou pas, mais cela a développé chez moi un sens de l'exigence et de l'amélioration continue qui me sert jusqu'à aujourd'hui. Une année, alors que le directeur d'une école d'un village voisin fit appel à mon père pour remplacer un instituteur qui était en invalidité parce il buvait tellement de l'alcool au point où il n'arrivait plus à s'occuper des enfants, j'entendis mon père se plaindre auprès d'un autre collègue. Mon père avait dit ceci: il a enterré les enfants, il a enterré les enfants. Je restais non loin pour continuer à écouter la conversation. Et ce que j'ai compris pour finir, c'est que l'instituteur en question avait laissé les enfants dans un état piteux, autant pour moi. Leur niveau n'était certainement pas bon selon mon père. Mon père et son collègue se moquaient vraiment de lui, se moquaient de cet instituteur alcoolique justement et riaient avec des caricatures dans un premier temps, qui dans un premier temps, j'allais dire, même disposaient vraiment parce que quand on parle comme ça d'une autre personne, surtout que je connaissais l'instituteur en question et qui venait voir mon père d'ailleurs, ça me faisait quand même un peu mal. Après un temps, j'avais commencé à avoir une sueur froide. Mon rythme cardiaque semblait prendre une allure inhabituelle, comme si mon père s'apprêtait à me chicoter. Vous savez, quand papa veut vous frapper, vous imaginez comment est-ce qu'on trempe. Et il en avait l'habitude, mon père. À moi, donc, je me suis enfui dans la chambre. Lorsque je retrouvais mes esprits, je me suis mis à imaginer comment les gens se moqueraient de moi.
Si on me confiait un travail ou une mission et que je n'arrivais pas à délivrer comme cela, ce devrait. J'avais à l'époque, n'est-ce pas, 9 ans, n'est-ce pas? 9 ans. Et j'ai grandi avec cette pression constante de ne jamais rien laisser dans un état piteux. C'était une pression constante, hein. Plus tard, lorsque je suis devenu coach de dirigeant, un DG me fit venir dans son bureau un jour et me dit, Herman, je voulais te dire merci parce que à plusieurs reprises, depuis que ton équipe et toi, vous travaillez avec nous, j'ai eu l'impression que vous étiez plus déterminé à transformer l'entreprise que nous, que mon comité de direction. Merci pour ton engagement. Je lui avais répondu que j'étais heureux de savoir qu'il appréciait notre rapport et que nous allons continuer dans le même sens. Quand on vous félicite, c'est qu'on vous demande, on vous exige de continuer, n'est-ce pas, dans le même sens. Je l'avais remercié de nous avoir donné la chance d'apporter notre contribution. Mais au fond de moi, je savais que tout le stress que je me créais était essentiellement lié au fait que mon père me dit un jour, si on te confie une maison à garder, assure-toi de toujours la tenir dans un état meilleur que celui dans lequel on te l'a laissé. Je ne sais pas si cette histoire vous inspire, ce que cette histoire du moins vous inspire, mais pour ce qui me concerne, il me permet, surtout que c'est moi qui l'ai vécu, de m'obliger constamment à ajouter grandement et abondamment de la valeur à quiconque entre en relation avec moi. Lorsque je démarre une session de formation ou de coaching, je suis toujours animé par une obsession. Comment rendre mon audience ou comment rendre mon coaché meilleur en moins de 30 minutes. Si vous suivez ce podcast depuis un moment, vous m'aurez certainement entendu à plusieurs reprises parler des exigences de création de valeur et de performance et d'excellence qu'un dirigeant devrait avoir lorsqu'il est à la tête d'une organisation. Un jour, alors qu'un jeune manager général venait d'être nommé à la tête d'un hôtel, il me fit appel, sur la recommandation bien sûr d'un ami commun à nous deux, pour l'aider à structurer sa vision. Après l'avoir écouté pendant plusieurs heures, je lui ai demandé ce que le conseil d'administration attendait de lui. Nous avons travaillé sur les valeurs ajoutées qu'il souhaitait apporter. Lors d'une session déterminante que nous avons pu avoir, je lui ai proposé, après avoir réfléchi sur ces enjeux pendant plusieurs jours, ce que je vais même partager avec vous, à savoir la maîtrise des 4 R pour piloter efficacement une organisation et surtout avec l'obsession de la laisser dans un état largement meilleur qu'on ne l'a trouvé. Je vous présente ici les 4 R en question. Chaque R est formulé sous forme de question. Et pour vous permettre de répondre aux questions, je vous pose à chaque fois un exemple de réponse. Vous pouvez partir de là pour alimenter le modèle matrice que je vous proposerai dans la suite. Alors, quels sont les 4 R du pilotage constructif pour s'assurer de ce que on est en train de construire, qu'on est en train de renforcer les bases durables du développement durable d'une organisation? Le premier R, c'est le retour sur investissement ou remboursement des dettes. Le retour sur investissement ou la capacité à rembourser les dettes ou bonifier les actionnaires est l'effort et la concentration numéro un qu'un dirigeant doit avoir. Pour ce faire, il doit répondre à la question suivante. Arrivons-nous, est-ce que j'arrive à générer suffisamment du revenu pour rembourser les dettes d'investissement ou le crédit bancaire par exemple et répondre aux besoins de retour sur investissement pour nos actionnaires? Comment il peut traiter cette question en disant par exemple, voilà, un exemple, hein, nous ne générons pas assez d'excédents d'exploitation du fait de la marge brute, que la marge brute du moins c'est très faible et trop juste par rapport à nos charges de fonctionnement. Voici ce que nous devons faire rapidement. Un, améliorer le revenu vendu pour améliorer le volume vendu du moins pour améliorer la marge brute, augmenter de 12% le prix là où nous avons des niches contrôlées, offrir des services supplémentaires facturés pour une valeur ajoutée additionnelle de 15%. Voilà, le premier R traité. Deuxième R, c'est la réparation. La réparation ne concerne pas que le bâtiment de façon générale ou l'outil de production ou les machines. Il concerne aussi bien l'infrastructure, les systèmes de production et de distribution, le réseau de distribution, voilà, les hommes par exemple, hein, donc tous ces éléments sont déterminants, n'est-ce pas, pour continuer à produire du résultat et on doit s'assurer qu'on opère, le dirigeant doit s'assurer qu'il opère les surveillances, les entretiens, les réparations et maintenance nécessaires pour les garder, pour garder eh bien, les systèmes de production, l'infrastructure, le bâtiment, le système de distribution et les hommes
en état d'assurer la performance. Il le fera en traitant la question suivante. Arrivons-nous, est-ce que j'arrive à générer suffisamment de revenus avec un plan rigoureux pour faire les réparations, les mises en état et remplacements ponctuels et continus? Comment il pourrait traiter cette question? Il peut répondre de la manière suivante, par exemple. Nous n'avons pas du moins un plan d'entretien de maintien et maintenance, de l'état d'esprit adéquat, de l'engagement des équipes, de la qualité de l'outil, des installations et de l'infrastructure. Ce que nous allons faire très rapidement pour corriger cela, eh bien, nous allons nous assurer de ce qu'on élabore une politique, n'est-ce pas, et un plan de maintenance pour les équipements, les hommes, les relations et les compétences. Nous allons consacrer 5% de la marge brute à la maintenance et au maintien du niveau, n'est-ce pas, de capacité. OK, donc voilà, du niveau de capacité. Nous allons diminuer de 15% par exemple les dépenses de prestige pour consacrer les économies à la maintenance par exemple. Le troisième R, autant pour moi, le troisième R, c'est la rénovation. La rénovation. Parce que j'ai créé la matrice sur la base donc, du coup, de la gestion d'un réceptif hôtelier. Vous comprenez que pour être performant, un hôtel doit être rénové régulièrement, c'est-à-dire que tous les 5 ans par exemple. Mais la même chose est vraie pour toute entreprise. Le dirigeant doit avoir un plan de rénovation constante pour ce qui concerne le système d'information, par exemple en faisant des upgrading, les infrastructures, les méthodes de travail, la qualité et la quantité des effectifs, la capacité ou les capacités opérationnelles, financières, commerciales et technologiques. Il le fera en traitant et en répondant donc du coup à la question suivante. Arrivons-nous, est-ce que j'arrive à générer du revenu avec un plan pour rénover et optimiser le positionnement et les capacités de l'entreprise? Une façon, par exemple, de traiter cette question va être, eh bien, le plan d'amortissement et de remplacement n'est pas suivi. Le matériel et les équipements sont vétustes. Le plan d'innovation n'évolue pas aussi rapidement que le marché nous y oblige. Nous avons du mal à attirer de nouveaux talents et à combler les départs et les vacances de poste. Nous devons donc rapidement, consacrer 10% du revenu net au résultat net à l'optimisation continue, créer des offres premium et consacrer 25% de la marge à la rénovation, benchmarking pour rattraper les retards et accélérer la remise à niveau, nous assurer de ce que nous anticipons sur les pertes de revenus liées à des fermetures pour rénovation. Ce qui nous amène au quatrième et dernier R de la matrice des KL pour réussir le pilotage constructif. Quelqu'un m'a demandé un jour à quoi un dirigeant ou un entrepreneur devait s'attendre le plus. Et je lui ai répondu sans détour. Il doit être prêt à recommencer à zéro à chaque fois s'il le faut. L'idée de tout perdre, n'est-ce pas, et de devoir recommencer à zéro ne devait pas poser de défi à un dirigeant. Au contraire, il doit se poser constamment la question de la capacité de la construction. Et voici la question de la reconstruction. Arrivons-nous à générer suffisamment de revenus et développer des capacités pour, au besoin, reconstruire et ou agrandir les capacités, nous régénérer, nous revitaliser, innover et nous actualiser, faire carrément d'autres choses, disrupter pour rester pertinent et déterminant sur nos marchés. Un dirigeant doit travailler et traiter avec son équipe cette question-là. Voici un exemple de réponse. Nous ne sommes pas en mesure de financer une nouvelle chaîne de production ou une nouvelle technologie aujourd'hui pour avoir de l'avance sur nos concurrents. Et d'ailleurs, ils commencent par nous battre dans ce domaine. Nous devons donc rapidement, avoir un plan d'innovation aligné sur les avancées technologiques du marché et anticiper sur les prochaines avancées, préparer une levée de fonds avec un nouveau business plan, sur soit la distribution des dividendes pour financer le développement futur, par exemple. OK? Allez, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas toujours évident de pouvoir aisément et clairement répondre à ces différentes questions. Mais bien, il se trouve clairement que cela fait partie du job de dirigeant. Vous ne pouvez pas dire que vous pilotez efficacement une organisation si vous ne vous arrêtez pas de temps en temps
pour traiter ces questions. Si vous n'avez pas déjà traité ces questions, si vous n'utilisez pas les réponses au traitement de ces questions, si vous ne travaillez pas actuellement sur les réponses pour procéder aux optimisations nécessaires de manière à pouvoir rendre votre organisation capable de produire des résultats sur la durée, et du moins, ce sont ces points-là, les vrais indicateurs du pilotage constructif. Et j'espère que vous allez vous y mettre maintenant et tout de suite. Allez, j'ai été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge podcast. Excellente journée à vous et excellent second semestre 2024. Bonne journée.